Un petit film que nous allons vous projeter pour qu'en quelques minutes vous en sachiez plus sur nous. Qui ont un brevet aussi. Certains de nos produits sont brevetés aussi. Comme on a une matrice multi-V, pardon. Et on a aussi des systèmes de bridage, des petites presses plieuses. Donc on est actif dans les domaines de la mécanique en général. On a des produits phares aussi, comme sont des cobots, donc des robots collaboratifs qu'on vient d'introduire c'est une année à peu près qu'on vient d'introduire ce produit-là. Donc on est en train de se faire connaître aussi, c'est pas que pour les outils, pour presse plieuse, mais aussi pour la robotique aussi maintenant. Et donc ça c'est plus ou moins un résumé de ce que l'on fait. D'accord. Alors, il y a des produits nouveaux qui ont été lancés il y a un an. Salon, vous présentez
vous le verrez plus tard dans la présentation, c'est qu'on donne tout le pouvoir à nos collègues localement, peu importe son métier. Là, on va faire des démonstrations si les clients sont intéressés. On va démontrer comment utiliser la machine, le CAP. On va montrer aussi comment utiliser la petite EasyPress. La futeuse pour les outils de poinçonnage. Donc, on peut aussi montrer comment utiliser les outils. C'est pas seulement les montrer comme ça sans les toucher, en fait, mais on va montrer ce que l'on fait. Alors, Rolleri, c'est une entreprise italienne. Rolleri France, est-ce qu'il y a des services en plus, le service après-vente, une relation client particulière dans l'Hexagone? Oui, en fait, on est actif dans le monde entier en tant que Rolleri. Rolleri France en particulier s'occupe évidemment du marché français, donc tout ce qui parle français. Et on offre aussi des services du point de vue technique. Donc, on a un bureau, Rolleri Tech, qui s'occupe des études techniques. Donc, on a des techniciens qui travaillent sur les demandes spéciales des clients. Donc, on n'a pas que des outils standards, mais on va étudier les demandes des clients, on va les aider à réaliser ce qu'ils veulent. Donc là, on est présent aussi après la vente. Donc, on va demander un retour aux clients. Heureusement pour nous, ce sont des retours positifs. Donc, on est heureux de ça et c'est tout. Donc, vous êtes heureux également d'être sur le salon ici, Global Industries? Oui. On est très heureux d'être ici. Et, donc, c'est le deuxième salon après la pandémie. Donc là, c'est une belle occasion aussi de se faire connaître de plus en plus. La France, heureusement pour nous, on nous connaît déjà. Mais oui, c'est bien de dire « Ok, on est ici et on est prêt pour vous aider ». Voilà, Jacques, peut-être une petite question. Est-ce qu'on a un peu de temps encore? Dites-moi. On est bon, en timing on est bien, on peut reprendre l'antenne. Merci Steve. Alors merci Steve, on va continuer en plateau avec Marc, on va parler un petit peu d'outillage et bien sûr on est très content d'accueillir nos amis italiens de Rolleri. Benvenuti in Francia. Alors Marc, on vient de voir de l'outillage, un fournisseur, un producteur italien, l'outillage très important dans la tôlerie. Il n'y a pas une machine de pliage ou de découpe qui n'a pas un outil et chaque besoin technique spécifique nécessite un outil particulier. Donc effectivement, l'outil, une machine sans outil, ça ne fonctionne pas. Exactement, parce que tu l'as précisé tout à l'heure, et ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, dans la tôlerie, on est quasiment que sur du sur-mesure. On va donner des exemples, c'est dans l'automobile, c'est un avionneur, c'est des trains, c'est du bâtiment. Des abribus, voilà. Et il nous faut la tôle formée comme ça. Comment je fais? Comment je produis? Et il y a du tube aussi, parce que finalement, une chaise métallique, un ventilateur, tout ça, c'est de la tôlerie. Et c'est du sur-mesure en fonction des besoins des clients finaux. Donc il faut un outil spécifique pour chaque demande. Donc ça s'adapte. Les machines peuvent travailler en grande série, mais effectivement, pour des petites séries, on change d'outil et puis on fait de la petite série pour faire du sur-mesure. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir des fournisseurs comme ça, une collaboration étroite avec des outilleurs. On va en reparler parce qu'on en aura plusieurs. Exactement, d'ailleurs les constructeurs ne s'y trompent pas, ils ont forcément une relation très proche avec les fabricants d'outils parce que c'est ce qui garantit la bonne réalisation des produits finaux. Donc en dehors de la technicité des machines qui sont en amont, l'outil est primordial. Exactement, donc on a des machines un petit peu génériques qui sont très... c'est du lourd, hein. On travaille dans un univers, quand on dit c'est du lourd, voilà, c'est de la grosse industrie, c'est techno, mais avec de la grande finesse de réalisation. C'est incroyable. Et du coup, cette collaboration entre la machine et puis les outilleurs est vraiment elle est primordiale pour l'agilité qu'on peut avoir. Exactement. Alors, on va parler peut-être logistique dans un instant. On peut peut-être annoncer le sujet le temps que Steve... alors voilà, ils vont aller chez Bochert. On suit en même temps que vous. On suit en même temps que vous. Alors Steve, hop, vous êtes probablement chez... On va voir,
avoir des infos qui vont nous arriver sur le terrain. On va parler logistique puisqu'on y retournera de toute façon. La logistique, quand on évoque justement, c'est d'une part ces machines très imposantes et en même temps la matière, le matériau qu'on traite, ce sont des plaques de tôle. Alors faites-nous rêver, Marc. On a des fois des plaques de tôle qui sont de plusieurs mètres carrés. Plusieurs mètres carrés, des épaisseurs différentes. Oui. Donc c'est volumineux et ça pèse. Et ça pèse. Et très lourd. Donc effectivement, la logistique là-dedans, c'est primordial. Ah bah, non seulement c'est primordial, mais en plus c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui trouvera la solution pour faire, on va dire, le Amazon de l'industrie, ça sera le grand gagnant de l'industrie de demain. Parce qu'on pourra produire n'importe où dans le monde et livrer le plus rapidement possible au client final. Donc c'est la logistique, c'est la clé aussi. Enfin, je dirais que tout est la clé, évidemment, mais on peut toujours produire ce qu'on veut. Si on n'arrive pas à la livrer chez le client final, c'est un problème. Avec des contraintes tout à fait particulières de stockage, d'acheminement, de mise en place aussi, parce que tout ce travail... Sortie usine, donc emballage, sortie usine, transport... donc si c'est à proximité, si c'est le transport routier encore ou firoutage, l'aéronautique, enfin les avions, l'aéroport, et puis il faut la réception, et puis donc c'est toute la logistique habituelle, sauf que effectivement des surfaces incroyables, ça occupe de la place, ces petites choses là, et puis c'est très très lourd, donc une vraie compétence, un vrai savoir-faire sur le sujet. Comment on manipule de la tonne. On est pas mal en termes de logistique en France. Il y a des bons logisticiens. On l'a vu quand même pendant la pandémie. Ça a été relativement bien géré aussi sur cette partie-là, sur la partie logistique, parce que dans l'industrie, c'est un levier, ce qu'on évoque là. Bien sûr, il faut être souple, il faut être agile. C'est un métier où il faut être agile. Donc effectivement, personne n'a lâché, même pendant la pandémie, hein, parce que contre toute attente d'ailleurs, notamment dans l'hôtellerie, ça fonctionnait quand même plutôt bien. Mais il a fallu continuer, malgré la pandémie, à livrer le client. Il n'y a pas le client final. Alors, je vois que Steve est en direct sur, je n'ai pas l'info, sur le stand UKB. C'est le stand PSG Outillage. Ah, c'est PSG Outillage. Voilà. Alors, le directeur commercial de PSG Outillage. Stéphane Régnier. Alors, Steve, on vous voit, vous êtes en direct sur le stand PG. On va vous laisser, avec Stéphane Régnier, nous parler de distribution, alors, puisque PSG est un distributeur qui représente plusieurs activités. Je vous laisse la parole, Steve, c'est à vous. Oui, merci Jacques. Et n'hésitez pas à m'interrompre parce qu'il y a un peu de bruit ici. L'outillage, ça fait du bruit. Voilà, donc je suis, comme vous l'avez dit, avec Stéphane Régnier. Alors rappelez-nous quand même votre fonction ici. Alors sur PSG Outillage, aujourd'hui je suis directeur commercial de la société. PSG Outillage étant une société familiale de 15 personnes avec une exclusivité sur la France pour la distribution de machines et d'outils pour la tôlerie. D'accord, très bien. Alors expliquez-nous peut-être un petit peu comment fonctionne. Très proche de la frontière par rapport à notre proximité vu que nous sommes basés en Alsace. Et après nous avons d'autres marques de machines comme les machines Weber des bavurages, des machines de sciage Meba, des machines suisses avec la société Stierli qui est pour tout ce qui est pliage horizontal. Des machines de cintrage notamment aussi. Voilà, on a vraiment une gamme très large dans la transformation de la tôlerie qu'on peut proposer à nos clients français. Toutes ces marques que vous m'avez citées, ce sont des partenaires en outillage? Vraiment des partenaires de longue date. La société existe depuis 30 ans. On a les mêmes partenaires depuis l'origine, que ce soit en outillage et en machine. Ça fait 20 ans qu'on distribue des machines, 20 ans qu'on a les mêmes partenaires, 30 ans qu'on distribue des outils, 30 ans qu'on a les mêmes partenaires. On a vraiment une relation qui est établie de très longue date. Ça sert à quoi la fidélité en industrie? C'est important pour nous puisque en tant que PSG Outillage, on n'est pas seulement des revendeurs. On est vraiment, par rapport à nos clients, on apporte un vrai service. On vend les machines, on vend les outils, on les installe. On a vraiment une équipe de techniciens qui sont itinérants sur toute la France. Ça permet d'apporter vraiment une offre complète à nos clients. Et c'est pour ça qu'on est encore là au bout de 30 ans et qu'on souhaite encore être là pendant plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Il y a un vrai réseau, une vraie relation, et c'est ça qui crée l'innovation finalement. On crée l'innovation, on est agréé organisme de formation nous-mêmes, donc on forme nos clients, on se fait former par nos fournisseurs, par nos partenaires dans leurs usines, et derrière on est à même de reformer nos clients
en étant qualifié et certifié Calliope aujourd'hui. Je veux dire, c'est nécessaire dans l'industrie. Il ne faut pas juste dire on sait faire, il faut pouvoir prouver qu'on sait faire. Et c'est ce qu'on fait tous les jours avec les équipes de PG Outillage. C'est ça, donc c'est la reconnaissance d'un savoir-faire technique aussi. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là sur ce salon. On a choisi vraiment d'être imposant physiquement sur le stand. C'est des gros budgets pour nous. Mais ça permet de montrer à toute l'équipe PG Outillage déjà qu'on est là, nos clients de venir nous rencontrer. On a des techniciens qui sont là, on a des commerciaux, on a nos assistantes commerciales qui vont venir aussi pendant la semaine. On a tous nos partenaires, on a chaque marque qui est là, on a un partenaire qui est venu nous accompagner. Ce n'est pas des gens de PG, c'est vraiment nos partenaires qui sont avec nous pour montrer cette relation et qu'on souhaite vraiment aujourd'hui montrer sur le salon et sur nos clients. Très bien, voilà Jacques, ce qu'on pouvait dire sur le stand de PG Outillage. Merci beaucoup Steve. Merci beaucoup Steve. Voilà, on revient en plateau avec Marc Bazin, donc toujours directeur de Tolexpo. On évoquait là la fidélité, la relation au long terme. Dans le long terme, il faut voir que la tôlerie, c'est vraiment un métier de temps long, avec aussi bien pour les machines, les projets, on est sur du temps long, et la fidélité, c'est clé. J'allais dire les deux, mon commandant. C'est du talent, mais c'est de la proximité, de la réactivité. Et donc l'humain dans toute cette chaîne opérationnelle et industrielle, c'est la clé. PG est un bon exemple. C'est qu'effectivement, son réseau de partenaires depuis 30 ans, il le garde, il fonctionne. Les constructeurs sont pas complètement idiot. Si ça marche comme ça avec PG, c'est parce qu'ils font du super boulot de proximité auprès de leurs clients en France, partout en France, avec le service qui va bien, le service après-vente qui va bien, mais aussi le conseil, préparer l'avenir, c'est important. Donc effectivement, des distributeurs comme PG savent exactement ce que les constructeurs ont dans leur carton pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, les évolutions. Il faut remonter leurs besoins clients auprès des constructeurs qui peuvent développer des spécificités pour l'avenir. Et le cœur de ce métier, et je l'ai bien vu moi en tant qu'organisateur de salon, et le relationnel qu'on peut obtenir, c'est des gens à la fois industriels, mais qui ont un rapport à l'humain hyper privilégié, et c'est une population qui est vraiment très sympathique. Parce que quand on évoque le métier de distributeur de distribution, on le voit bien là, on est au-delà, il y a cette notion de conseil, bien sûr. Et puis, la distribution là-dedans, c'est vraiment une passerelle en fait entre des métiers qui sont très techniques, des besoins clients. Donc, on s'aperçoit que c'est un maillon très important dans la tôlerie. Et quelque part, la distribution, le distributeur représente son constructeur. Donc, c'est son ambassadeur. Donc c'est un maillon clé. Donc à la fois il va avoir une compétence. Alors dans le cas de PG par exemple, il faut qu'on connaisse les technos de chacun de ces constructeurs. Hein. Un rouleur, c'est pas la même chose qu'un découpeur, etc. Donc il faut connaître la technique. Il faut connaître le fonctionnement aussi, parce que la réactivité n'est pas la même chez les uns et chez les autres. Donc c'est primordial. C'est primordial. On va le voir tout à l'heure en évoquant les groupements d'entreprises. C'est un métier, on le voit d'ailleurs quand il y avait Tolexpo, il y avait un salon dédié à la tôlerie. Donc c'est un univers dans lequel les gens se connaissent, les gens travaillent ensemble. Il y a beaucoup de collectifs, on le voit là avec ce métier de distributeur. Et donc il y a vraiment un esprit assez famille, on a l'impression, dans la tôlerie. Complètement. Et finalement, les uns et les autres, qu'ils soient distributeurs ou constructeurs, on va le voir tout à l'heure, commencent à monter aussi des réseaux qui n'ont pas forcément de lien ni juridique ni capitalistique, mais des zéros de fonctionnement pour que chacun puisse être l'ambassadeur de l'autre en fonction du besoin du client. Parce qu'on fait de la finition, mais avant de finir, il faut découper. Donc, j'ai besoin de découper ça. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui le fait? Oui, tiens, j'ai un partenaire dans mon réseau qui fait ça. Alors on a eu également avec Stéphane Régnier tout à l'heure la dimension internationale. Donc eux sont basés Alsace, Grand Est, et du coup il y a cette proximité avec les industriels allemands, suisses. Tout à fait. Il y a une collaboration aussi parce que forcément il y a des français qui produit français, made in France.
Mais c'est vrai que c'est en cours. Et effectivement, en attendant que la réindustrialisation se finalise en France pour de vrai, avec des vrais constructeurs représentatifs dans le monde, mais on va voir, il y en a. Et bien effectivement, il faut que les Français et les distributeurs français aient des vraies relations avec les constructeurs européens et qui les représentent sur le marché français. Et quelqu'un comme PG qui est basé en Alsace, il a des agents commerciaux à Marseille. Donc il ratisse le territoire français. Il y a un grand gap. Je regarde en même temps, je suis ce qui se passe sur le terrain. Steve, quand tu seras prêt à reprendre l'antenne sur le terrain, tu me fais signe. On est sur l'international, on parle d'Europe. On va pas, voilà, on parle de réindustrialisation, bien sûr, de Made in France, se réapproprier certaines industries, mais il y a aussi cette carte européenne qui est à jouer, parce que si on a un super bon fournisseur en Espagne, à côté en Italie, en Allemagne, autant travailler et aussi former des filières, des maillages comme ça qui peuvent très bien fonctionner à l'échelle européenne et qui seront finalement favorables pour tout le monde. C'est le cas, bien sûr, c'est le cas, mais il ne faut pas se dire, effectivement, on va tout mettre en France, faut pas raisonner en français. Je ne fais pas j'ai pas le drapeau français planté sur le. Voilà. Mais c'est un réseau européen et clairement tout le marché européen est important. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère. On voit bien les blocs qui se constituent entre les Américains d'un côté, etc. L'Europe a clairement, même dans l'industrie, un coup à jouer, évidemment. Alors Steve, est-ce qu'on peut se retrouver sur le terrain? Est-ce que je te redonne la parole, on y va, c'est très bien, je te vois, tu es prêt. Eh bien, je te laisse la parole et on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau. À toi, Steve. Tout à fait, on est sur le terrain toujours, et ceci jusqu'à vendredi. Alors justement, on est sur le stand de LDSA avec Florent Guetliff, qui est responsable du bureau d'études de l'entreprise. Alors peut-être en deux mots, parce que c'est toujours bien de rappeler. LDSA, qu'est-ce que ça fait comme produit, pour le faire vite? Alors déjà, bonjour à tous les auditeurs. Alors LDSA, on a un fabricant français de machines de découpe par géopression. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas géopression, c'est des machines qui vont pressuriser de l'eau entre 4000 et 6000 bars pour découper tout type de matériaux. C'est vraiment le couteau suisse des machines de découpe. On va pouvoir travailler aussi bien les aciers, carbone, etc. Donc c'est très polyvalent comme produit. Alors, ça a l'air polyvalent, mais apparemment il y a une aide qui est un pupitre. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne assez rapidement, parce qu'on est en live, on n'a pas beaucoup de temps. Donc dites-nous un petit peu les nouveautés, les fonctionnalités de ce pupitre. Alors, comme vous l'avez compris, la machine-outil étant un produit complexe, on a décidé de fortement simplifier son utilisation pour que ça soit accessible à tout le monde. Il faut vraiment que ça soit ouvert. Donc on a développé pour ça une nouvelle interface, donc sur un grand écran de 21 pouces avec une forte résolution. C'est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Et on a vraiment travaillé l'aspect ergonomique. Il faut que ça soit très smartphone, très moderne, pour que ça soit ouvert et parlant à tous. Et quand je dis à tous, c'est à tous les utilisateurs, aussi bien l'utilisateur à machine, le programmeur, que le technicien de maintenance. C'est pour ça qu'on a créé une interface vraiment simplifiée. On va retrouver dans la partie haute notre machine avec laquelle on va pouvoir dialoguer. Donc vous voyez, tout est interactif. J'ai juste à cliquer sur les composants pour pouvoir dialoguer avec. On ne va pas se perdre dans des menus, etc. C'est vraiment très très visuel. L'image de la machine est réaliste, c'est-à-dire que si je déplace ma machine, elle va bouger sur l'image comme en vrai. Donc on va vraiment retrouver la situation de la machine et on va accéder à tous les niveaux d'information. C'est-à-dire je clique, j'ai les informations sur mes maintenances. Je peux naviguer autour de ma machine. Je peux passer derrière pour voir l'arrière. Je peux passer au-dessus. Donc on peut vraiment visualiser l'ensemble de la machine sur tous les angles pour avoir toutes les informations pour que ça soit hyper accessible pour l'ensemble des gens qui voudraient s'approprier le en fait. Alors Jacques, ça paraît très simple, mais je vais quand même lui demander à notre invité, on va dire, ça prend combien de temps pour prendre en main cet outil? Parce que vous semblez maîtriser, mais... Alors, en fait, on va faire une formation qui va durer généralement une journée et demie en fonction des options choisies par le client pour vraiment lui proposer une vision complète de ce que peut faire le produit. Et avec ça, après, il est opérationnel. Alors évidemment, on l'accompagne toujours tout du long, mais avec un produit autant simplifié,
Il va pouvoir prendre en main sa machine en très peu de temps, contrairement à avant où c'était un apprentissage qui pouvait durer voilà, sur plusieurs semaines. Là, on est vraiment sur des produits qui sont très très faciles à utiliser. Et en plus, on est sur des produits qui peuvent être mobiles. Ça veut dire que cette interface-là, il peut la retrouver sur son téléphone pour pouvoir dialoguer avec sa machine, la visualiser depuis son bureau ou depuis chez lui, tout simplement. Donc le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'offrir à l'utilisateur un accès permanent à sa machine et très très simple de lecture. Et on va pouvoir comme ça voir à tous les niveaux. Ça veut dire que j'ai tout à fait le droit d'aller sur ma machine, d'aller sur un composant, de zoomer pour avoir plus de détails dessus. C'est-à-dire, vous voyez, je peux par exemple zoomer sur ma tête pour pouvoir dialoguer, savoir où j'en suis dans mes maintenances, pour vraiment avoir une visibilité permanente de comment entretenir et avoir une bonne vie avec mon système. C'est vraiment ça l'idée. D'accord, peut-être une dernière question. Jacques, on a encore un peu de temps. Vas-y, dernière question. Alors une dernière question, donc, puisqu'on a encore un petit peu de temps devant nous. L'objectif, quel est-il? C'est finalement une prise en main rapide dans un secteur où on ne trouve pas de compétences, finalement, c'est ça? Pas embauché? Il faut voir que le marché il a énormément évolué. Avant, il y en avait beaucoup de gens formés à la productique, etc. Aujourd'hui, c'est moins en moins le cas. Les gens ne connaissent plus le langage ISO, c'est des choses qui ne leur parlent pas, c'est trop technique. Donc ils veulent des choses qui soient à leur portée. Et surtout qu'avant, les machines, c'était réservé à des secteurs de l'industrie très techniques, l'aéronautique, l'automobile, etc., où là, il y avait des ingénieurs, des gens spécialisés. Mais aujourd'hui, c'est des machines qui sont aussi bien vendues chez des artisans, chez des écoles, chez des petits fabricants qui vont faire des toutes petites séries, etc. Et eux, ils n'ont pas les formations, ils n'ont pas les compétences. Donc on a adapté le produit pour que ça soit vraiment open pour ce public-là et qu'ils n'aillent pas à chercher des complexités dans des formations longues, etc. C'est tout de suite à leur portée, ils comprennent le produit et ils vivent facilement avec, tout simplement. Voilà Jacques, comme vous l'avez entendu, tout ça paraît très simple. Oui ? Eh bien, merci Steve. On va embrayer justement sur cette technique de la découpe jet d'eau, Marc. Une technique qui est quand même assez spectaculaire dans le sens que, avec cette eau pressurisée, on peut découper de la biscotte et du marbre. Juste avec un jet d'eau. Alors il n'y a pas que de l'eau. Oui, non mais effectivement, c'est incroyable. On peut exactement le spectre, biscotte et le marbre, les composites. On découpe tout avec un jet d'eau, avec une précision incroyable et une souplesse de production incroyable. Et je vois chez LDSA la console qu'ils ont inventée. Et effectivement, je rebondis sur la partie formation, qui est une vraie problématique pour les industriels d'aujourd'hui, c'est qu'il faut des compétences techniques qui rebutent encore aujourd'hui. Donc la réindustrialisation en France, ça passe aussi par l'éducation et proposer effectivement des consoles proposer des consoles didactique permet de simplifier beaucoup le travail du chef d'entreprise qui pourra proposer un outil facilement compréhensible pour l'utilisateur en fait. Ça, c'est j'imagine que c'est une tendance quand même de fond. Aujourd'hui, il faut avoir de plus en plus de renouvellement, d'insertion de machines dans la chaîne de production. Il faut des machines qui soient prises en main rapidement, facilement. Donc, il y a cette logique chez les fabricants aujourd'hui de proposer des machines. C'est pas du plug and play. On n'en est pas là, mais pas loin. Pas loin. En tout cas, on est en train d'y arriver. Et puis les technos qui arrivent vont te permettre de plus en plus. Comme un écran de smartphone, pourquoi pas demain piloter une machine avec son smartphone? On y est quasiment pour certains. Donc effectivement, la techno de base, dans la découpe, on peut découper avec du jet d'eau, on peut découper avec du plasma, on peut découper avec des machines laser. Le poinçonnage est une forme de découpe, mais finalement le pilotage et la compréhension par l'opérateur, ça va être la même parce que l'interface doit être plug and play, quoi, en fait. C'est exactement ça. L'interface va se ressembler et on a aussi cette tendance de fond aujourd'hui dans l'industrie d'interopérabilité entre la chaîne de machines ou d'outils. Il faut que ça se parle, qu'on enregistre de la donnée et donc il y a ce lien qui se crée transversal entre les machines. On est dans l'industrie 4.0 mais demain ça sera la 5.0 donc effectivement tout doit être interopérable et c'est l'avenir. Alors on rebondit sur la discussion tout à l'heure, les réseaux d'entreprises et de partenaires doivent fonctionner comme ça et vont fonctionner comme ça parce que chaque machine doit se parler. Excellent. Alors
Je vois, Steve, que vous êtes quasiment prêt peut-être. Une petite seconde, voilà encore. Non, on va les laisser s'installer encore. Steve, on se rejoint dans 1 minute sur le terrain. Vous me direz, on est chez Engmar. Hein, on va préparer on va vous laisser préparer cette intervention. On est sur l'interopérabilité, cette usine 4.0. Donc la tôlerie va être un acteur fondamental dans l'industrie 4.0. Clairement. La Smartex, c'est aussi la tôlerie, parce qu'effectivement, même si le produit final semble très très austère, tout ce qui est en amont doit permettre la communication entre l'homme et la machine, et quelque part, et même à distance. Donc tous les réseaux doivent être à fond pour les outils de production. Et on parle alors de produits. On a l'impression de quelque chose de très brut dans la tôlerie, mais en fait, il faut travailler avec les gens qui vont faire le revêtement de surface après. Il faut travailler avec tout le monde. Est-ce qu'il y a des nouvelles matières qui arrivent, des nouveaux types d'acier? Est-ce qu'on est sur une matière en fait très millénaire, centenaire, on va dire, avec oui, alors c'est une question d'âge parce que ça va dépendre de ce que va chercher le client final. Essentiellement des métaux traditionnels, mais on arrive aussi, alors on en parlerait avec la même en tôlerie, la 3D existe, l'impression 3D existe. Donc je dirais que l'offre doit dépendre du besoin client final. Donc la résistance des matériaux, donc effectivement l'alliage ne va pas être le même en fonction de la résistance qu'on cherche à la sortie, le poids, parce qu'on l'a dit tout à l'heure pour la logistique. Alors, je m'interromps. On va prolonger directement avec Steve sur le terrain. On vous rejoint, Steve, donc sur le stand de la société Engmar. On vient d'évoquer les matériaux et là on va évoquer le soudeur, le soudage avec vous. Je vous laisse la parole, vous êtes en direct sur le stand Engmar. Oui, tout à fait, Jacques. Je suis avec Julien Cher, qui est le directeur de cette société, Engmar, c'est ça, c'est bien ça. Tout à fait. Engmar, ouais. Engmar, il faut bien corriger, Jacques, ce n'est pas Engmar, c'est à la française Engmar. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites comme produit. Donc la société Engmar est spécialisée dans l'aspiration et le traitement des fumées de soudage. Donc on propose des solutions clés en main pour protéger les opérateurs de la nocivité de ces fumées. Il faut savoir que les fumées sont classées cancérigènes avérées au même niveau que l'amiante depuis novembre 2017 par le Centre international de recherche contre le cancer. Donc c'est un vrai sujet de santé publique, c'est un vrai sujet pour les industriels et un enjeu pour l'avenir. Et donc c'est un marché qui va être en devenir puisqu'il va falloir équiper de plus en plus les soudeurs. Il y a un très gros retard aujourd'hui pour équiper les soudeurs qui ne sont pas forcément bien protégés par les équipements qu'ils ont. Voilà, et donc nous on propose des solutions clés en main avec une grosse spécialisation sur le captage à la source des fumées et notamment sur le principe de soudage MIG-MAG. On propose des torches aspirantes donc qui viennent directement capter les fumées au niveau de l'outil, donc je peux vous en montrer un. Alors on va peut-être pas trop bouger parce que sinon je vous entends plus, mais vous allez nous décrire. Pas de souci, donc on vient directement capter les fumées au sein de l'outil, soit au travers de solutions individuelles avec des groupes autonomes par exemple, avec une torche qui vient se raccorder sur un groupe aspirant autonome, soit sur des réseaux centralisés, où là on va être sur des réseaux, des installations complètes clés en main qu'on va faire dans les ateliers, directement chez les clients, pour venir capter les fumées et rejeter ces fumées vers l'extérieur du bâtiment et limiter la dilution du polluant dans l'atmosphère de travail. Voilà. Donc notre grosse force, c'est que ce sont des produits made in France. On a notre propre bureau d'études, donc on fait tout le design, la conception et l'intégration de nos produits. Et donc on est totalement intégré avec 35 personnes, dont une quinzaine de personnes au niveau de l'ingénierie et j'ai 5 personnes dédiées à l'innovation et aux nouveaux produits. Aussi le monde qui nous attend parce que là il y a deux groupes aspirants qui est là c'est toujours dans cette notion-là. Alors, j'ai quand même une question toute simple. Pourquoi il faut se protéger des fumées de soudage? Il faut plus s'en protéger aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est le cas? Non, il ne faut pas s'en protéger plus aujourd'hui. C'était déjà le cas avant. C'est juste que c'est un sujet qui aujourd'hui est prouvé. Il y a donc des nanoparticules, il y a des gaz qui s'échappent des fumées, des CO, de l'ozone, etc. Et du coup, tous ces produits sont cancérigènes avérés. Et donc forcément, il faut protéger les opérateurs puisque toute nanoparticule
Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vos produits sont fabriqués où Donc, l'usine est au nord-ouest de Lyon, donc dans la pointe sud du Beaujolais, on est au milieu des vignes, dans la campagne. Voilà, et donc on a un atelier d'assemblage et de fabrication. On fabrique donc toute la gamme de torches de soudage aspirantes, également les groupes autonomes. Et puis on propose également des solutions d'ergonomie, puisque c'est un outil qui est un peu plus contraignant qu'une torche de soudage classique. Et donc on va mettre en place des solutions pour mettre en suspension, en l'air, l'outil de travail, pour un petit peu dégager le... Les soudeurs aujourd'hui, il n'y a pas seulement les filtres à voir. Très bien. Alors, on me pose une question en plateau. Quelles sont les installations autour, effectivement, de ces produits pour le soudage? Qu'est-ce que vous fournissez? Parce qu'on traite, mais il y a tout un ensemble, un environnement, j'imagine. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais derrière, on a reconstitué une petite installation, par exemple, centralisée pour les torches aspirantes. Donc, nous, on livre vraiment le client clé en main. C'est-à-dire qu'on va aider le client à élaborer son cahier des charges, ses contraintes, et on va fournir le matériel et on va venir l'installer clé en main jusque dans son atelier, avec également une remise d'un dossier d'installation, les mesures de débit d'aspiration pour s'assurer qu'on est conforme à la législation et conforme à ce qui a été vendu. Et donc on accompagne vraiment le client jusqu'à la formation des soudeurs en salle. Alors il y a deux types de formations. On a une formation sur justement les sensibiliser au danger des fumées de soudage, et il y a une deuxième partie qui est plus sur l'utilisation de l'outil, avec comment bien maintenir sa torche aspirante en fonctionnement, comment s'assurer qu'on est bien protégé et comment s'assurer qu'on peut continuer de produire de manière optimale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je peux poser une dernière question, Jacques? On a 10 secondes. 10 secondes, la petite dernière question, et ça sera parfait. Où est-ce que vous me décrivez? C'est-à-dire qu'on a encore très peu conscience du danger de ces fumées? Alors, le plan que la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place aide justement à les Voilà, on avance. Eh bien super, merci beaucoup Steve. On va vous retrouver dans très peu de temps, dans quelques minutes sur le terrain avec un autre stand. Merci beaucoup. On peut rester sur sur cet aspect qui a été évoqué par nos amis sur le stand. Alors c'est pas de la pénibilité, là c'est une dangerosité qui est, mais c'est de la pénibilité, mais c'est de la santé, c'est de la santé. Mais c'est de la santé en fait globalement. On peut relativiser quand même les obligez pas. Maintenant, la loi les oblige. Et la réalité, c'est que la société a changé et qu'on se doit de protéger les employés. C'est une réalité. Ce qui permet à des groupes comme le groupe Bonnefond d'avoir une offre globale. Donc, Ingemar fait effectivement des extracteurs de fumée, mais ils proposent des équipements de soudage. L'un va avec l'autre. Absolument. Et plus on connaît le terrain, enfin plus on connaît le métier du point de vue du soudage, et plus on pourra apporter des solutions de santé et de travail dans de bonnes conditions, plus on pourra mettre au point ces solutions. Je dirais c'est juste du bon sens. Forcément, le soudage c'est l'assemblage. On a vu tout à l'heure que dans la tonnerie on plie, on découpe, mais il faut assembler. Et effectivement, une des techniques d'assemblage c'est le soudage. Mais il y a forcément des fumées, donc celui qui est à côté. Il respire la fumée. Donc il faut aspirer et extraire et traiter. Exactement. Alors après ces torches aspirantes du groupe Bonnefond, puisque Ingemar est du groupe Bonnefond, on va évoquer dans très peu de temps, encore une fois le soudage avec Lincoln électrique. Le soudage, il y a plusieurs techniques, on l'a vu, il y a plusieurs. On peut peut-être s'arrêter sur ces différents modes en fait. Le soudage, il y a deux grandes techniques, il y a le soudage manuel et le soudage automatisé.
Et aujourd'hui, beaucoup de soudeurs historiques ont des partenariats, encore une fois, avec des roboticiens pour mettre en place une offre globale et complète. Le métier de la tôlerie, on l'a dit tout à l'heure, c'était à la fois du sur-mesure et à la fois de la grande série. Donc, je dirais, ça va dépendre des besoins. Donc ça peut être du soudage manuel, si c'est de la jarque, soudage TIG, etc. Mais c'est du soudage automatisé. On voit bien on a vu des reportages, on a chacun vu des reportages dans des usines automobiles. Il y a un robot avec une torche de soudage au bout et qui fait son opération automatiquement. Donc tout est possible dans le soudage et les réseaux d'entreprises, encore une fois, et de partenariats sont primordiaux. L'humain, encore une fois, malgré tout, même si on automatise, il faut de l'humain. Exactement. Alors, le temps que Steve regagne un autre stand, on peut justement faire ce lien entre le soudage manuel et le soudage automatisé. De plus en plus aujourd'hui, pour les ingénieurs, il faut s'intéresser à la machine, savoir qu'est-ce qu'on peut déléguer de son savoir-faire. Tiens, j'ai une bonne expertise dans le soudage manuel, je vais pouvoir accompagner quelqu'un qui va programmer la machine pour avoir justement un soudage automatisé efficace. Il y a ce lien aujourd'hui qui est en train de se faire dans l'atelier entre un opérateur qui est très manuel avec quelqu'un qui va s'occuper de la machine et qui va bien la programmer. C'est ça. L'enjeu, c'est qu'il y a le soudeur manuel. D'abord, aujourd'hui, toutes les entreprises recrutent des soudeurs parce qu'il y a encore, on reparle sur la formation, c'est primordial en ce moment. Et rien ne vaut. Alors, quand on discute avec des tôliers, il dit rien ne vaut le soudage manuel. Encore faut-il avoir le bon soudeur. Le soudage automatique, c'est bien, mais encore faut-il que celui qui programme le robot de soudage et la compétence et la connaissance technique pour appréhender le rendu qu'il doit au client final, encore une fois. Donc c'est une double compétence. Double compétence. Alors je vois sur le retour qu'on va bientôt retrouver Steve. Le bon cadre. Vous l'avez vu, hein, on est vraiment en live permanent avec tout ce que ça entraîne d'être sur un salon. Donc on retrouve Steve dans quelques instants. On est en train de parler de ce lien homme-machine. On connaît, alors les soudeurs, ce sont des métiers en plus des savoir-faire qui sont, on va dire, très anciens, on est proche de l'état d'esprit des compagnons, de l'artisanat. C'est ce que j'allais dire, exactement. Historiquement, le métier de soudeur, ça se transmet. Mais oui, on est dans quelque chose d'assez traditionnel. C'est le compagnonnage, c'est exactement ça. C'est le compagnonnage. C'est cet esprit-là. Clairement, c'est comme la boulangerie. Je dirais, c'est comme la boulangerie, comme les couvreurs. Ça se transmet. C'est un métier d'expérience. Donc un soudeur, il doit transmettre son expérience. On ne peut pas le découvrir. Alors, il y a la théorie, mais je défie quiconque de prendre une torche de soudage et de faire une soudure propre comme un soudeur qui a 35 ans d'expérience ou 40 ans d'expérience. Ça n'existe pas. C'est un rapport particulier à la matière quand on évoque ce côté compagnonnage, tradition, artisan presque. Il y a un rapport à la matière, comment elle bouge, comment une tôle va réagir, comment elle va se rayer, comment elle va se... Et puis ça va dépendre de la composition du métal. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'alliage va pas se souder de la même manière si c'est 100% acier ou avec un peu de composite, etc. Il faut s'adapter à la matière qu'on travaille. Exactement, et ça on ne l'apprend que par l'expérience. C'est ça, exactement. Alors évidemment le robot on lui apprend l'expérience, mais un vrai tôlier il va vous dire oh non c'est moi c'est mon soudeur qui fait, il sait bien faire. Voilà, on va laisser travailler l'homme des fois. Voilà, l'homme est encore souvent plus efficace que la machine. Après il y a la question de la production en série, il y a la question du volume, on va dire. Hein, les grandes séries sont forcément automatisées. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le travail est mal fait, mais c'est pas le même objectif. Exactement. Alors là, je vois actuellement sur l'image retour que on est bientôt en place sur le stand de Lincoln Electric. Steve, tu m'entends? Je pense que vous allez être prêt dans une seconde. Voilà, je vous passe la main. On a derrière vous d'ailleurs un Kobo. On va être avec vous, Steve, pour voir le fonctionnement d'un Kobo sur le stand de Lincoln Electric. Je vous laisse la parole, Steve. Vous êtes avec votre invité.
Oui, Jacques, on fait ça effectivement sur le stand de Lincoln avec Thierry Groslo qui est chargé d'affaires usine, c'est bien ça? Tout à fait, chargé d'affaires usine à Parthenay, où nous fabriquons des machines automatiques de soudage et de coupage. D'accord. Alors, vous allez nous présenter ce Kobo, c'est bien ça, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et puis les fonctionnalités, évidemment, et les avantages. J'imagine qu'il n'y a pas d'inconvénient, donc on va aller directement au fait. Eh bien, c'est un robot collaboratif. Qui dit collaboratif, c'est un robot sur lequel l'opérateur peut travailler à proximité du robot sans aucun danger. Si je touche le robot va s'arrêter. Donc inutile d'avoir une enceinte qui protège le robot pour travailler à proximité. Donc c'est un robot de soudage. Cet ensemble est très compact. L'ensemble de l'installation comprend le générateur, le contrôleur du robot, le dévidage et bien sûr le robot, la torche de soudage. Et sur un petit chariot que l'on va réaliser. Je vais positionner le robot à un point, je vais le positionner à un autre point et entre les deux points, je vais lui dire quel type d'interpolation il devra réaliser. Voilà, c'est très simple à utiliser, compact et mobile. Ce sont les avantages de la machine. Alors les autres avantages, j'imagine que c'est la sécurité de l'opérateur? L'opérateur est en sécurité parce que dès qu'il va toucher le robot va s'arrêter, ce qui permet de ne pas avoir l'obligation de mettre une enceinte autour du robot. Ça c'est un gros avantage parce que vous allez avoir moins d'emprise au sol. Donc ça, c'est le gros avantage. C'est une autre façon de penser la robotique. Voilà. Une autre façon, carrément, c'est une révolution. La robotique collaborative, effectivement, c'est assez nouveau. Et sans être une révolution, c'est une autre façon, c'est un changement de paradigme, une autre façon de penser l'utilisation du robot. Et surtout, on vient démystifier la robotique. Souvent, on pense que la robotique, c'est complexe. Ici, c'est très simple à utiliser. Je vous mets au défi, je vous montre comment ça marche. Dans 5 minutes, vous savez l'utiliser. Vous voulez qu'on fasse ça? Alors, on va peut-être pas trop avoir le temps. Et puis, je pense qu'en plateau, Jacques, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour une petite question? Alors, la dernière question, Steve. La dernière question. D'accord. Donc, vous me dites, c'est très simple. Donc, il faut savoir que cette installation... C'est une installation pour souder quand même. Souder, on a un générateur PowerWave R450 qui est un générateur très performant qui intègre plein de synergies, donc de courbes de soudage qui sont déjà intégrées dans le robot. Une torche refroidi air 380 ampères, ça c'est pour les spécialistes du soudage, ça peut intéresser les gens qui s'intéressent au soudage. Voilà, on a fait le tour. L'utilisation est simple. Je vais me répéter. Voilà, donc c'est pas la peine de répéter. Monsieur a tout dit, Thierry Groslo a tout dit sur ce robot Kobo. Voilà, Jacques, à vous. Merci Steve. Alors on va continuer justement à évoquer ce Kobo. Le robot collaboratif aujourd'hui, c'est une tendance forte. On le voit, on amène le robot au plus près du collaborateur, de l'ouvrier. Et également, il y a les exosquelettes. On va augmenter presque le pouvoir de l'humain. On augmente le pouvoir de l'humain avec pour porter des charges lourdes, des petits exosquelettes, on appelle donc avec des vérins, de façon à dupliquer la force de l'opérateur. C'est incroyable quand même toute cette partie. L'objectif, on l'a vu tout à l'heure avec les extracteurs de fumée, c'est la protection de l'homme au travail. L'exosquelette qui permet de faire un effort récurrent, répétitif toute la journée, c'est terminé maintenant. L'avenir, effectivement, on va aider l'homme. Donc, soit via la cobotique, ce qu'on disait, c'est le prolongement de la main de l'homme par un robot, soit aider l'homme, effectivement, avec des exosquelettes qui sont spécifiques à chaque métier. Je prends un exemple, quelqu'un qui perce de la tôle toute la journée, mais on peut l'aider aussi avec un exosquelette, parce qu'au lieu d'avoir 3 kilos au bout de la main, eh bien c'est plus de 200 grammes. Et ça change tout au niveau des ligaments. Croyez-moi, quand on vieillit, c'est forcément plus évident.
Et ça, là, par exemple, c'est un secteur sur lequel beaucoup de startups travaillent. Il y a un vrai écosystème qui se développe autour de ça. Comment assister l'humain sur le terrain de travail? C'est ça. Et je pense que c'est un changement sociétal et de mentalité. De mentalité, complètement. Parce que finalement, aujourd'hui, l'exosquelette, alors, ça évolue, mais ça existe quand même depuis un moment. Hein. Mais maintenant, il faut le mettre pour de vrai en place dans les entreprises, effectivement, et les industriels commencent à s'y mettre parce que c'est un vrai outil de vente finalement, le support. Carrément, c'est un outil de vente et ça bénéficie du développement de la robotique parce que finalement l'humain ne devient pas robot mais il a cette assistance mécanique qu'on a retrouvée d'ailleurs dans l'armée aussi, hein, ça existe dans l'armée aussi parce que les gars ils ont 25 kilos de barda sur le dos tout le temps en permanence, faut voir que c'est très physique et donc on profite des avancées de la robotique pour aller dans ce sens-là. Et ça, c'est mixé. C'est mixé un peu, hein, c'est ça qui est étonnant. C'est ça. Et effectivement, l'idée, c'est à la fois ce qui ne peut pas être fait automatiquement, donc c'est l'humain qui doit le faire, mais il faut l'aider à pouvoir le faire dans les meilleures conditions, je dirais, sanitaires et de santé. Et puis, quelque part, un bon collaborateur, si on veut le garder, autant qu'il soit en bonne santé. Hein, donc, complètement. Et puis ça va dans le sens aussi, je pense aux petits cobots qui vont porter les charges, les petits cobots mobiles en fait qui vont porter des accessoires, des stockage, machines. manutention, tout ça. Exactement, ça évite. Et puis du coup, on voit de plus en plus de femmes aussi. Alors on n'en a pas parlé. Je pense que dans la tôlerie, bon, il y en a pas forcément tant que ça, mais on l'a vu tout à l'heure avec les Italiens. Il y a quand même, il y a des femmes. Mais oui, alors de plus en plus. Et de plus en plus, alors. De plus en plus, c'est assez étonnant. Parce que finalement, les industriels se sont aperçus que les femmes pouvaient être, dans un milieu d'hommes, peuvent être une force, une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc effectivement, historiquement, les femmes dans l'industrie étaient plutôt dans les rôles administratifs, on va dire ça comme ça. Mais on en voit de plus en plus dans les ateliers, on en voit de plus en plus des soudeurs. Tiens, par exemple, on en parlait, il y avait un championnat de France du soudage à la fin de l'année 2021, et des femmes soudeurs. Donc c'est qu'il y a un besoin. Voilà, et on en a besoin, hein, bien sûr, des talents féminins dans l'industrie, on le sait. Alors, on va retrouver dans un instant Steve, qui a dû arriver sur le stand de Valk Welding. On va retourner donc sur un stand sur lequel l'exposant propose du soudage automatisé. On va revenir sur cette thématique. On a parlé tout à l'heure des différents modes de soudage. Donc, le soudage automatisé, qu'on comprenne bien avant de rejoindre Steve et son invité, on est sur un process de soudage qui a été pensé quand même en amont au début avec les hommes de métier, puis on s'est dit tiens voilà, on va l'automatiser de telle façon. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pense en avant. C'est un projet complet. Hein, donc quand on est une ligne de production, donc on part d'une plaque de métal d'un côté et on sort un produit fini à la fin. Donc sur de la grande série, il faut automatiser parce qu'effectivement, pour le coup là, l'humain, je vois Michel Devos là qui nous attend.